J'accueille Rosemary, alumna de l'université, présidente du musée d'archéologie nationale et qui nous fait le plaisir d'animer ce dernier temps autour des alumni. Et je te cède la parole tout de suite. Merci Olivier. Alors je vais appeler avec moi mes copartenaires pour cette table ronde qui est la dernière d'une matinée qui je crois a été très dense pour les uns et les autres. Pascal Laborier est en train d'arriver, fort heureusement. Je ne sais pas si dans la salle sont présents par ailleurs Olivier, avec qui j'avais échangé. Très bien, c'est parfait. Et il me manque Alan Petre. Parfait. Ben non, mais tout le monde est là, alors c'est fantastique. Bonjour à tous. Je n'ai pas eu le temps de vous voir en arrivant, mais je crois que ça a été un peu la même chose de votre côté. Je vous laisse prendre place. Non, mais voilà, je vais expliquer pourquoi, parce qu'on a eu l'occasion avec Pascal de travailler à un très beau projet dont elle reparlera, je pense, sur des questions, effectivement, cette fois-ci, d'engagement de la part du Musée d'archéologie nationale et de solidarité internationale avec l'accueil de chercheurs archéologues en exil. C'est un projet qui nous a amené effectivement à beaucoup échanger sur ces questions-là. Parce qu'effectivement, l'engagement, c'est avant tout quelque chose qui initialement est plutôt individuel. L'engagement, c'est une personne qui va le mener, c'est vous, à titre personnel, ça peut être une personne morale aussi. Et pour moi, il était aussi important de vous rappeler qu'effectivement, entre cette question de l'engagement et cette question de la solidarité, qui, elle, est de l'ordre du mouvement collectif, qui est de l'ordre, effectivement, d'un sentiment que l'on va partager, qui va générer de l'adhésion, eh bien, la fondation, effectivement, d'Université Paris-Nanterre, dont je suis aussi accessoirement la trésorière, et là, je le précise parce que je vais faire effectivement un petit appel à fonds en cas de besoin à un moment donné auprès des sociétés qui sont présentes parmi nous. Non, effectivement, ce mouvement, il est extrêmement important parce que ce mouvement, il est circulaire. Hein. On va s'engager parce que derrière, on a des valeurs communes qui vont être apportées par un certain nombre de messages. On va s'engager derrière parce qu'on a une envie, effectivement, de partager notre temps, de partager nos réseaux, de partager un certain nombre de convictions autour d'un mouvement collectif qui va être articulé autour d'une institution, autour d'un projet, autour de moments de partage. C'est le cas avec la Fondation Paris-Nanterre, donc c'est aussi pour ça que je l'avais rejointe initialement, et qui effectivement s'est engagée dans un certain nombre de programmes qui sont extrêmement importants. Alors vous le savez, c'est un soutien notamment à la mobilité internationale des étudiants. On verra une petite capsule vidéo tout à l'heure pour démarrer la table ronde à ce sujet. Ce sont des actions de solidarité qui sont très concrètes, je pense au Giving Tuesday, qui permettent effectivement de manifester à un moment donné cette question de l'engagement auprès des étudiants les plus fragiles. C'est effectivement des chercheurs et des artistes, bien sûr, hein, mais aussi des étudiants les plus fragiles. C'est la question des fondations, des partenariats internationaux. Les chaires ont été évoquées, donc il y a 4 chaires UNESCO au sein de la Fondation, dont 2 qui ont directement dans leurs intitulés, effectivement, ces questions de penser la société aussi de manière inclusive. Et derrière ces notions de solidarité, il y a cette question d'intégrer tout le monde, effectivement, à bord. C'est la chaire sur le sport qui a été très largement évoquée, effectivement, mais qui a derrière, et ça j'ai trouvé que c'était assez fort comme symbole, inscrit dans son titre ces questions de paix, parce que c'est avant tout ce que l'on vise à un moment donné, c'est cette question de l'apaisement des sociétés. Et puis effectivement, tout récemment, c'est l'arrivée en tant que fondation hébergée d'Amnesty International, qui je crois a été un tournant important ces dernières années à ce sujet. Alors les alumni, à quoi ça sert concrètement là-dedans ? Les alumni, c'est aussi à un moment donné des ambassadeurs qui vont permettre de pouvoir faire porter plus loin ces différents projets. C'est un réseau qui est, je pense, naissant, on peut le dire, qui se structure progressivement, donc venez nous voir, vous qui êtes étudiants à l'heure actuelle pour devenir alumni, qui effectivement vient grossir les rangs de ces différentes actions. Et puis, effectivement, c'est aussi une question de logique de compétences, de mentorat, de tutorat qui est extrêmement importante parce que derrière, dans cette logique d'engagement, il y a l'idée de transmission qui est, je crois, quelque chose qui nous anime tous et qui est fondamental. Alors effectivement, pour toutes ces questions, il y avait plusieurs questions que je voulais poser à mes petits camarades derrière. Je vais les présenter au fur et à mesure. Je ne vais pas faire tout à fait comme on fait normalement dans une table ronde en présentant tout le monde, mais parce que derrière, je pense qu'il y a une définition qui va être apportée par chacun à ces différents éléments. Je vais commencer par l'absente. Je vais commencer effectivement par Donatienne Issard, qui est la directrice générale de Campus France. Alors Campus France, c'est
Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau d'animation d'alumni qui proviennent de l'international, qui sont des étudiants qui effectivement bénéficient avec Campus France d'une ingénierie, de bourses pour pouvoir faire leurs études en France. Je rappelle que la France est le premier lieu d'attractivité pour des étudiants internationaux. Donc ça, c'est un enjeu de fond. Et effectivement, Donatien Nissar a été pendant 20 ans dans la diplomatie française. Elle a travaillé notamment en Asie, en Europe et en France. Et puis par ailleurs, précédemment, elle était directrice adjointe du développement durable au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une manière de faire la transition finalement avec les politiques RSE que nous avons vues précédemment. Donc il y a une petite capsule la concernant qui, je crois, doit être présentée. Monsieur le Président de la Fondation Université Paris-Nanterre, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous à l'occasion des rencontres de la Fondation. Cette séquence de clôture, consacrée aux alumni et à la solidarité internationale, met en lumière l'une des forces de nos établissements. Des parcours qui rayonnent bien au-delà de nos frontières et des engagements qui s'inscrivent durablement dans le monde. À Campus France, nous coordonnons le réseau France Alumni qui fédère 650 000 anciens étudiants internationaux formés en France partout dans le monde. Notre ambition est simple, faire vivre dans la durée le lien entre ces élites et notre pays pour renforcer l'influence française dans le monde et faire vivre la solidarité internationale. La volonté que vous portez de développer des clubs internationaux d'alumni est à cet égard extrêmement structurante et d'ailleurs elle a été reconnue par le prix symbolique remporté en 2025 par la Fondation dans le cadre de la Journée mondiale des alumni, France Alumni Day, que nous organisons chaque année. L'agence Campus France se tient au service des établissements pour les aider, s'ils le souhaitent, à structurer leur réseau d'alumni, sans évidemment se substituer à eux. Ce que nous apportons, c'est une communication plus efficace qui démultiplie l'impact des actions menées. La 4e édition de France Alumni Day, à laquelle Nanterre participe, rassemblera près de 200 événements cette année, organisés soit par les établissements, leurs associations d'anciens ou les ambassades de France dans le monde entier. Notre rôle, c'est aussi de rassembler les partenaires et de favoriser des échanges de bonnes pratiques. Nous l'avons fait par exemple lors du dernier colloque de l'accueil où les responsables alumni des établissements ont pu échanger entre eux au cours d'un atelier spécifique. Au-delà de ce sujet des alumni, je veux également souligner l'engagement de votre fondation en matière de mobilité internationale. Depuis sa création, vous avez placé cet enjeu au cœur de vos actions en soutenant des partenariats académiques et des programmes de bourse, sujet cher évidemment à Campus France, et en lançant des initiatives internationales ambitieuses. À l'heure de la généralisation des frais différenciés, je crois que les fondations d'établissements ont plus que jamais un rôle pour permettre à des étudiants internationaux d'excellence issus de milieux défavorisés d'accéder à des études supérieures en France. L'accueil des étudiants internationaux, la promotion d'enseignement supérieur français, mais aussi l'accompagnement des mobilités académiques s'inscrivent dans une ambition plus large, celle de favoriser la circulation des savoirs, des talents et des valeurs. Cette journée de réflexion illustre enfin un point essentiel. Rien ne se fait tout seul. La Fondation Université Paris-Nanterre joue un rôle clé en rassemblant des mécènes, des partenaires institutionnels, des alumni et la communauté universitaire autour de projets communs. Ce modèle de coopération est précieux. Il permet de faire émerger des initiatives innovantes, de soutenir la recherche, de développer l'entrepreneuriat et de renforcer l'impact sociétal de l'université. Plus que jamais, nous avons besoin de ces dynamiques collectives ouvertes sur le monde. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueux échanges. Donc, comme vous l'avez compris, la question de la mobilité, elle est clairement au cœur de cette question fondamentale de comment est-ce qu'on finance cette mobilité, comment est-ce qu'on accompagne des étudiants à un moment donné et comment est-ce qu'on peut les traiter. Mais cette mobilité, elle ne serait rien s'il n'y avait pas derrière un corps enseignant extrêmement engagé lui-même pour des valeurs. Et c'est pour ça qu'effectivement, je suis très heureuse d'accueillir Pascale Laborier. Pascale Laborier est professeure de sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre. Elle y est depuis 2011. Elle est co-directrice du Master 2 en sciences politiques. Elle est également chargée de mission sur les chercheurs en danger, ce qui est un point important puisque c'est donc dans ce cadre que nous nous étions rencontrés il y a maintenant 5 ans, dans ce moment un petit peu particulier où un territoire commençait à être effectivement en phase de déstabilisation et on se posait la question de savoir, nous, qui sommes un musée national, qui sommes rattachés au ministère de la Culture, comment s'en sortir effectivement pour pouvoir contribuer quelque part à un moment donné à ces types d'accueil.
Et donc, j'aimerais là lui poser une question de fond, effectivement, c'est qu'est-ce qu'elle met de son côté derrière l'essence de la solidarité internationale, la manière dont elle a pu les incarner, puis qu'elle nous parle peut-être de ce programme très particulier qui est celui de Pause, hébergé au Collège de France. Merci beaucoup pour ces mots. Alors maintenant, j'ai une double casquette, puisque ce matin, je parlais comme enseignante et chercheuse, et maintenant comme actrice des politiques publiques engagées. Souvent, quand on parle de l'accueil des chercheurs en danger, il y a un écho assez négatif qui arrive de la part des partenaires, qui est que ce sont des personnes privilégiées par rapport à l'ensemble de la population. Or, dans des situations de crise, de guerre, ou tout simplement, comme on a eu en 2016, de fermeture de certaines universités, les personnes qui perdent complètement leur poste ou qui doivent partir dans la nuit, en fait, arrivent dans des conditions très précaires, comme toute personne réfugiée en France, via des bateaux, des camps de rétention, se retrouvent dans la rue, etc. Et pour trouver un emploi, c'est extrêmement difficile. Plus le niveau de qualification est élevé, plus c'est difficile de trouver un emploi. Quelqu'un qui arrive en mars et qui veut entrer dans une université française, c'est quasi impossible. Il y a très peu de contrats de travail adaptés. Il faut convertir les diplômes. Il faut qu'il y ait des cours qui soient disponibles. Et c'est pour ça qu'entre 2015 et 2017, lorsque j'étais conseillère pour les sciences humaines et sociales auprès de Thierry Mandeau au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on a inventé ce programme Pause, le programme en urgence d'accueil des scientifiques et des artistes exilés, sous tutelle du ministère et du ministère de la Culture, avec l'accompagnement du ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et localisé pour l'indépendance au Collège de France. Il y a eu également un fonds de souscription auprès de la Fondation de France. C'est donc un programme qui apporte 60% d'un contrat de travail des personnes, avec une aide pour les titres de séjour, l'obtention du passeport talent. Les universités elles-mêmes apportent 40% de ce contrat de travail, du montant. Donc c'est un montant chargé, c'est assez élevé. Les universités ont une tradition d'accueil et pas toujours les moyens. Et au niveau de Nanterre, on a pu, grâce à la Fondation de Nanterre, également lever des fonds pour compléter les 40% nécessaires, puisque Nanterre a été un acteur très important de l'accueil dans le passé et à ce moment-là. Il y a aussi des accueils qui peuvent se faire sur des profs invités parfois quand on est averti à l'avance. Il y a l'ancienne maison d'archéologie qui est devenue la MSH Monde, qui a eu un rôle très important pour les archéologues. Et ça fait le lien avec les projets qui viennent d'être décrits, puisque lorsque j'étais à la présidence de la Commu Paris Lumière, qui a donné lieu maintenant à une alliance, avec les musées, on a fait des résidences pour des artistes, mais aussi des archéologues exilés, parce que les archéologues sont à l'interface entre le monde académique et le monde artistique, avec, pour certaines régions du monde, comme l'Afghanistan, des personnes qui ont pu diriger des musées, des départements, des fouilles, mais qui n'ont pas l'équivalent du doctorat. Donc c'est posé la question de la réinsertion. Donc on a eu donc un accueil via le musée à Saint-Germain-en-Laye d'un archéologue et de sa famille, qui a été poursuivi grâce à l'AMSH Monde et l'intervention d'une autre fondation qui maintenant travaille comme ingénieur de recherche, mais Ghislaine Glaçon-Deschamps qui est présente pourrait compléter. Voilà, donc c'est comment penser l'accueil en urgence et la suite. Le programme Pause va avoir 10 ans au mois de janvier. Il aura accueilli près de 1000 personnes dans tous les établissements de France, que ce soit sciences humaines ou sciences dures ou expérimentales. Donc ce n'est pas un problème de sciences humaines et sociales. Donc c'est pour permettre à la fois l'accueil en urgence et maintenant avec les établissements comme Nanterre et du campus Condorcet, c'est-à-dire 11 universités et organismes de recherche, on a créé un programme Université en exil pour essayer de comprendre la suite de l'accueil en urgence, la pérennisation, parce que ça a l'air très simple d'accueillir un collègue comme ça en urgence, mais bon, il y a un post-trauma très important au départ, donc c'est très difficile de reprendre le fil de son activité. Dans le cadre des archéologues, les personnes étaient des ressources précieuses sur les terrains, mais arrivées ici, leurs collègues s'intéressent assez peu à eux. Parfois même, on leur propose des sujets de recherche ou de thèse très loin de leurs compétences
pour les réinsérer. Et puis, bon, comment on peut réinsérer des personnes dans des carrières académiques ou dans des professions liées à des compétences académiques. Donc c'est très difficile pour tout le monde. Bon, Rose-Marie pourrait en dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que l'urgence, il y a aussi de comment contribuer à cet accueil de manière un peu plus durable dans nos institutions. Bon, ici à Nanterre, on a la chance d'avoir une fondation, d'avoir la MSH Monde qui a pris ça en charge avec des acteurs du territoire. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pour revenir aussi à la spécificité, on a à Nanterre, moi je suis alumna, il y a une logique d'esprit nanterrois qui a été importante, je pense, et qui est partagée avec l'ensemble des alumni qui s'inscrivent en fait dans différentes actions. Je me tourne maintenant vers Olivier Brochenin. Monsieur Brochenin, vous êtes secrétaire général de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Vous avez une carrière diplomatique extrêmement importante, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique. Vous avez également démarré, et ça m'a beaucoup intéressé, votre carrière dans un ministère qui a disparu, et qui est un ministère qui s'appelait le ministère de la coopération et du développement. Et ça, du coup, la question que je me pose derrière, c'est en quoi finalement Nanterre a été quelque chose de structurant dans vos choix professionnels, et qu'est-ce que ça vous a permis de traduire finalement, quelles ont été vos actions concrètes autour d'une carrière quand même très longue, justement dans vos missions qui étaient des missions diplomatiques. Merci beaucoup. Les questions n'étaient pas préparées, donc je ne m'attendais pas à cette question. C'est beaucoup plus simple que ça. Mais comment Nanterre, j'ai fait du droit à Nanterre. Et je tenais à faire du droit, et les valeurs que portait déjà Nanterre, Nanterre qui a des valeurs historiques, m'ont marqué. Voilà la façon dont j'ai fait du droit et dont j'ai utilisé le droit aussi dans ma carrière professionnelle. J'ai fait du droit et de la science politique, et Nanterre, lorsqu'on est passé par Nanterre, on a certaines valeurs à l'esprit, justement de solidarité, qui désormais sont portées par leur fondation et toujours portées par l'université et ses élèves. Donc très simplement, sans faire trop long là-dessus, il y a cette coloration que j'ai eue dans mon parcours étudiant venant de Nanterre. J'ai commencé au ministère de la coopération au développement, un ministère qui n'existe plus, et ça avant d'être diplomate. J'ai souhaité avoir une expérience pendant 1 an de la coopération internationale et de la solidarité. Le ministère de la coopération au développement n'existe plus. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. C'était un ministère qui était issu de notre histoire et de l'ancien ministère des colonies. Je pense qu'il est bon qu'on ait évolué aussi dans les outils. Et ce ministère maintenait à développer les relations de la France avec les pays issus de son empire pendant 30, 40, 50 ans. Il était bon aussi d'imaginer de nouvelles manières de collaborer avec l'ensemble du monde et qu'on s'ouvre réciproquement les uns aux autres. Cependant, le ministère des Affaires étrangères, dans lequel j'ai poursuivi ma carrière, a hérité l'ambassadeur, et je salue l'ambassadeur, mon grand ancien Pierre Duquesne, qui connaît ces sujets aussi de solidarité mieux que moi. Le ministère des Affaires étrangères a hérité du ministère de la coopération, avec pour mandat d'élargir les relations de la France avec l'ensemble des pays du monde, dans une approche normée. Et c'est quelque chose qui est peut-être intéressant à voir lorsqu'on est diplomate. Il y a peut-être une contradiction entre servir le pays, on sert un pays, on sert un État, et un État n'a pas beaucoup d'état d'âme, n'a pas à avoir d'état d'âme forcément, et une dimension de solidarité dans l'action et dans l'engagement. Comment est-ce que c'est rendu compatible ? Eh bien, lorsqu'un État comme la France déploie de la coopération, il le fait depuis 1945 dans un cadre qui est agréé sur un plan international. Je parle de l'Organisation de la coopération et du développement économique et son comité d'aide au développement qui a, depuis les années 60-70, institué un certain nombre de normes, de ce qui se veut de bonnes pratiques, alors très nord-sud, à l'origine, dans les années 60, 70, 80, et heureusement ça a évolué, très nord-sud, mais qui au moins avait posé des référents sur la manière d'avoir une solidarité internationale au travers de la diplomatie, de l'aide publique au développement, que je sers actuellement encore. Aujourd'hui, cette solidarité, heureusement, a aussi évolué, puisqu'elle est globale.
tous les États du monde ont pris conscience qu'on était tous en développement. Lorsque le débat précédent, certains d'entre vous ont cité, je crois, les objectifs du développement durable. On essaie tous d'être en développement durable. Donc la norme, le paradigme international de la coopération s'est beaucoup ouvert. On n'est heureusement plus dans une dimension nord-sud, on est dans une dimension de tous les sens, et à l'écoute du sud-sud, à l'écoute des besoins des pays du sud, pour parler plus simplement, mais des pays récipiendaires, définir avec eux leurs besoins, trouver le sens de l'intérêt aussi. Et là, je rejoins une des tensions peut-être sur lesquelles vous pouvez vous poser. Comment est-ce qu'on peut avoir un parcours de solidarité lorsqu'on est diplomate et qu'on sert un pays, on sert des intérêts? Eh bien, il y a des réflexions de plus en plus, je trouve, actuelles sur le fait qu'un État qui est une démocratie, normalement, prend conscience des intérêts des autres pays. Et la France est une démocratie, maintenant depuis quelques décennies, et la France, dans sa diplomatie, est convaincue qu'avoir une dimension solidaire dans sa diplomatie correspond à ses intérêts et aux intérêts humains. Donc il y a cette contradiction potentielle peut-être surmontée entre intérêt d'État et intérêt personnel lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre et qu'on est au service de cette diplomatie et de la solidarité au travers de la diplomatie. Voilà, je ne sais pas si c'était votre question exactement, mais je souhaitais le dire. C'est très bien, c'est l'intérêt de pouvoir évoluer sur cette ligne-là. Sur les questions relevant effectivement de la coopération, c'est aussi un des autres enjeux importants. On est sur des logiques parfois de coopération internationale à travers nos carrières qui nous amènent à un moment donné à contribuer, faire connaître, développer d'autres points. Je me tourne justement vers Alan Petre pour votre... En fait, je vais commencer par votre engagement le plus récent, je crois, qui est la question de Sanctuary on the Moon, et qui est un des sujets qui m'a beaucoup titillé quand j'ai vu effectivement cette proposition, que j'aimerais que vous nous expliquiez, mais qui rejoint ces questions de prospective, d'avenir et de penser effectivement ce collectif dans l'avenir, avant bien sûr que vous puissiez nous évoquer en quoi Nanterre a été important pour vous. Ah oui, ça c'est sûr. Bonjour à toutes et à tous, très content d'être là et merci pour l'invitation de la part de la Fondation. Alors Sanctuary on the Moon, c'est un projet sur lequel je travaille avec un astronaute français qui s'appelle Jean-François Clairvoy, enfin un ancien astronaute français, qui est allé 3 fois dans l'espace et qui du coup en fait est ambassadeur de ce projet avec moi. C'est un projet qui vise à déposer une mémoire de l'espèce humaine sur la Lune et pas sur Terre. Pourquoi pas sur Terre? Parce que sur Terre, on a parfois des traces fossilisées d'anciennes espèces qui peuvent rester. Mais en fait, le problème de la Terre, c'est qu'à cause de la tectonique des plaques, à cause de l'atmosphère qui crée du coup des vents, l'érosion, le sol se renouvelle et on a aussi les reliefs qui se renouvellent. Donc c'est un peu plus compliqué de laisser une trace qui est pérenne. Tandis que la Lune, c'est un corps céleste qui a le même âge que la Terre, environ 4 milliards d'années. Et c'est un corps céleste qui est géologiquement mort. Donc il n'y a pas de tectonique des plaques, il n'y a pas de séisme, pas de volcan qui va renouveler les sols, pas d'atmosphère, donc pas de vent, pas d'érosion. Ce qui fait que quand on laisse une trace sur la Lune, cette trace-là, elle va rester pérenne pendant des milliards d'années. Voilà pourquoi on va déposer cette trace-là. Et cette trace, en fait, c'est 24 disques de saphir où on va exposer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît et qui on est en tant qu'humain. Ça peut être des sujets liés à la vie, donc toutes les espèces animales qu'on connaît, maritimes et terrestres aussi. Ça peut être des sujets aussi qui sont liés à nous, l'ADN, notre génome humain, etc., qui on est. Et des sujets qui sont liés à ce qu'on fait, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on connaît des sciences en globalité, quoi. Et donc c'est vraiment le but de ce projet, c'est vraiment de déposer une mémoire de l'espèce humaine sur la Lune pour que dans des millions d'années, si potentiellement on a l'espèce humaine qui est amenée à s'éteindre, ce qui sera sans doute le cas, les prochaines espèces qui abriteront la Terre, ou potentiellement d'autres espèces qui viendront d'ailleurs, s'ils tombent sur la Lune, ils tomberont sur une mémoire figée qu'on a déposée et qui permet du coup de mieux comprendre qui on était et aussi au final de mieux comprendre la Terre. Donc c'est un projet aussi qui est en lien avec l'UNESCO. Il y a un des disques qui sera envoyé sur la Lune et c'est un disque qui s'appelle Les Enfants de la planète Terre. Et donc on fait le tour de plein d'écoles à travers la France et à travers le monde aussi. On va aller en Amérique du Sud bientôt pour justement en fait que certains enfants puissent mettre des dessins de ce qui leur paraît pertinent, logique à mettre sur un disque envoyé sur la Lune.
Et ce disque-là, en fait, certains dessins seront choisis et seront emmenés sur la Lune pour y laisser une trace un peu des enfants de la planète Terre et des enfants, en fait, tout simplement de l'espèce humaine, quoi. Alors vous êtes ingénieur à la NASA, j'ai oublié de le préciser, ce qui est quand même un des métiers qui font rêver aussi à l'heure actuelle. C'est un parcours aussi assez exemplaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Nanterre a été structurant pour vous ? Nanterre, je dirais que ça a été le moment le plus important pour moi de tout mon parcours, parce que en fait j'ai commencé mes études à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel. Je me suis réorienté et j'ai été pris ici à Nanterre, plus précisément à l'UT de Ville d'Avray, donc en DUT génie thermique et énergétique, donc c'est sciences de l'ingénieur. C'était les 2 années peut-être les plus dures de ma vie en termes de rythme, parce que c'était du 7 jours sur 7 entre les 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, le travail le samedi et le dimanche. Donc j'avais pas un seul jour de repos dans la semaine, mais c'était quand même formateur parce qu'on avait des enseignants et des enseignements de qualité assez incroyables. Je pense que mon passage à Nanterre, c'est peut-être le passage qui m'a le mieux formé de tout mon parcours académique, peut-être même plus que l'école d'ingénieur que j'ai faite après Nanterre. Parce que c'était dur en fait. C'était dur. Je me souviens qu'il y avait des examens, c'était vraiment dur. Donc je suis très content d'être passé par là. C'est très formateur. Et en fait, tout à l'heure, on parlait aussi de tout ce qui est engagement auprès des jeunes. J'étais passé à Ville d'Avray avant de partir à la NASA. J'étais passé à Ville d'Avray justement pour parler aux jeunes, etc. Donc c'est un engagement qui me tient à cœur parce que c'est important aussi, nous en tant qu'alumni, de montrer les possibles en fait, les possibles pour des personnes qui viennent de Nanterre. Je pense que c'est important pour nous de retourner entre guillemets aux sources et de dire regardez, j'ai fait la même université que vous, je suis comme vous et voilà ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est important de mettre ça en avant parce que les élèves ils ont, je pense, besoin de plus en plus de représentation entre guillemets, de se représenter les choses. Donc c'est notre rôle aussi en tant qu'alumni de via la fondation aussi, parce que vous faites, de participer à ça et de motiver les étudiants parce que c'est quand même une université qui est incroyable. Moi j'ai adoré ces passages-là, je me suis fait des amis pour la vie, je pense, à Nanterre, donc c'est incroyable et donc voilà, merci à la Fondation pour ça en tout cas. Ça rejoint les questions de collectif qu'on évoquait tout à l'heure, de valeur, d'adhésion et effectivement d'engagement personnel. Nous sommes dans une situation, je dirais, plus largement, qui est plutôt une vie de crise successive depuis quand même d'un certain nombre de décennies. On a parlé des enjeux tout à l'heure d'accès à l'eau, on a parlé d'un certain nombre d'enjeux de santé, au-delà effectivement de la santé mentale. L'intérêt, effectivement, pour moi, ce sera peut-être d'évoquer avec vous un peu des points prospectifs. En quoi imaginez-vous, effectivement, que vos propres engagements personnels, à un moment donné, vont servir, vont être utiles pour les générations qui vont arriver, vont vous écouter ? Alors, on a évoqué la transmission directe, cette médiation qui est extrêmement importante sur les parcours, plus largement sur l'angle de structuration. Quelle logique de modèle, finalement, vous pouvez apporter ? Peut-être commencer avec Pascal, puisque c'est la difficulté, je pense, quand on est professeur et qu'on suit des générations successives. En fait, c'est une question complexe parce que ce qu'on sait comme enseignante ou enseignant, c'est que, en général, au moment où on enseigne, les étudiants présents pourront peut-être dire quelque chose là-dessus, mais c'est pas sur le moment que les étudiants se rendent compte de ce qu'ils pourront faire de nos enseignements. Moi, j'ai l'habitude des fois de rencontrer des étudiants 10 ans, 20 ans, presque 30 ans après maintenant, qui me disent en fait, sur le coup, j'ai pas compris, mais après, ça m'a servi à tel et tel moment. Donc, c'est très difficile de mesurer l'impact. Après, tout à l'heure, ce matin, j'ai présenté le projet de cartographie narrative au travers du séminaire clinique de l'humanitaire. Par exemple, à partir de ce type d'expérience, je pense que le fait de réfléchir avec des étudiants à une production qui ne soit pas un résultat fictif, c'est-à-dire on ne fait pas des examens avec des notes sur un devoir, mais on travaille avec des personnes sur des projets concrets. Je pense que c'est une manière de transmettre, au travers de l'encadrement aussi, des valeurs, des manières de faire. Par exemple, ce matin, je parlais de la question de recueillir un témoignage. C'est quoi recueillir un témoignage auprès d'une personne réfugiée ? C'est assez complexe, c'est pas si simple, on ne peut pas parler si facilement avec les personnes de leur expérience.
Le monde social n'est pas un objet à disposition ni des chercheurs ni des étudiants. Et puis, ça apprend aussi à comprendre ce que c'est que le RGPD, qu'est-ce qu'on peut publier en ligne ou non, et même parfois aller au-delà de ce que les personnes acceptent de dire ou de publier. On a souvent des personnes qui disent un certain nombre de choses, en fait, qu'il ne faut simplement pas publier sur Internet. Et ça, je pense que c'est une expérience, une transmission. Et ça montre aussi que, en fait, évidemment, ce qu'on fait dans les cours, il n'y a pas que les cours, parce que l'engagement sur ce type de projet, ça va au-delà des heures de cours pour les corrections de texte, les publications, etc. Et donc, ça montre aussi comment, individuellement et collectivement, parce qu'il y a toujours des équipes qui sont mobilisées autour de ces projets, que ce soit des doctorants, des postdocs, des stagiaires, mais des bénévoles, comment un collectif peut s'engager autour d'une cause. Et là, on a la chance d'avoir la responsable des droits humains d'Uruguay dans la formation des droits de l'homme, qui mobilise aussi ces outils pour des questions, alors là, c'est Amérique latine, de la mémoire. Et je pense qu'avec ces étudiants à Montevideo, pour eux, ils participent pour contribuer à l'histoire de leur pays. Donc, je pense que... il y a à la fois la démarche clinique dont a parlé Charlotte ce matin, mais il y a également tout le processus d'accompagnement, me semble-t-il. Peut-être sur la dimension mémorielle que vous évoquiez avec Sanctuary. C'est vrai que c'est important aussi pour, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est important pour les jeunes de l'université de s'identifier à des personnes et à des personnes qui sont passées par l'université. Et c'est vrai que par rapport à la dimension Sanctuary aussi, c'est ce côté-là où en fait le but c'est de laisser une trace dans les mémoires des jeunes et leur dire voilà si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, quoi, tout simplement. En tout cas, voilà, moi je pense que ce côté transmission et vraiment transmission directe, il est vraiment important parce que comme vous l'avez évoqué, en fait, je pense que souvent il y en a beaucoup qui ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a tout de suite sur le moment, mais parfois il y a des phrases qui restent. Et ce côté-là, en fait, de mémoire avec ces phrases qui restent, juste peut-être parfois c'est même des groupes de mots qui restent en tête pendant des années et qui après en fait vont tout changer et vont faire la différence. Donc je pense que c'est important d'avoir ce côté-là. Et justement en fait, le but aussi de mon projet avec Sanctuary, c'est de laisser ces traces-là aussi par rapport à la transmission, par rapport à la jeunesse. Il y aura un petit logo de l'Université Paris-Nanterre sur un disque, voilà, je le dis, je l'annonce ici. Mais en tout cas, voilà, c'est important, c'est des choses qui sont importantes et aussi, ça relève aussi des valeurs de l'université. Donc voilà, comme j'ai évoqué, en tant qu'alumni, on se doit aussi de transmettre. Il ne suffit pas seulement d'être passé par l'université, d'être content d'avoir une bonne formation et après de partir et de jamais revenir. Le but, c'est aussi de revenir et de transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on a fait après l'université. Parce que voilà, il faut aussi que les étudiants ils se disent voilà ce que je peux faire après. Ça donne des idées. Et en fait, tout simplement, les idées, c'est lié à la clarté et ça joue aussi finalement la motivation. Donc c'est des choses qui sont tout est lié au final et tout est aussi important. Donc c'est voilà. Merci. Je pense que je vais transmettre des choses un peu différentes parce que je reviens à la position qui n'est pas simple, qui est particulière lorsqu'on sert l'État dans un ministère régalien. On n'est pas chargé de transmettre. On est chargé de mettre en œuvre des orientations politiques et généralement les diplomates ne cherchent pas la lumière. Les diplomates vont à la lumière si ça fait partie de la mission et si ça sert la mission. Alors vous direz les diplomates, mais on les voit toujours, etc. Mais ils sont en représentation sous le contrôle de mon ancien. Donc ne vous dites pas que les diplomates sont des grands communicants et qu'ils cherchent. Non, on promeut toujours un intérêt. Donc la transmission ne fait pas partie de notre profession. Cependant, donc, par rapport aux valeurs que j'ai retirées de Nanterre, ça n'empêche pas qu'à titre privé et sur la base de mes compétences professionnelles, j'ai toujours essayé, et je pense que vous êtes tous dans cette démarche, d'être accessible dans différentes manières associatives pour transmettre. Mais ce n'est pas le plus important. Il y a tout de même quelque chose qu'on essaye de faire collectivement dans un ministère régalien comme le ministère des Affaires étrangères et dans le domaine de l'aide publique au développement. Dans la diplomatie française, et ceux qui servent la diplomatie française, non pas croient, mais pensent,
parce que je préfère la raison, pense qu'il est bon d'objectiver les intérêts. Il est bon que ces intérêts soient portés dans des cadres normés, dans des cadres de droit, que les rapports de force s'établissent dans un cadre international de référence et que la force ne prime pas, même si on sait qu'elle n'est jamais loin. Ça revient, par exemple, dans le champ de l'aide publique et de développement que j'ai servi dans différentes positions, en cabinet de ministre, comme sous-directeur des questions de politique de développement, actuellement comme secrétaire général d'une commission d'évaluation de notre politique au développement. J'essaye, dans le respect des instructions politiques que je reçois, d'objectiver l'intérêt de la solidarité et du développement. De l'objectiver dans un moment où dans notre pays, ou dans le monde, vous avez fait allusion à des crises, il y a une remise en cause, y compris dans des démocraties, et du fait du vote même des citoyens de démocratie, il y a une tension qui s'exprime, il y a une remise en cause de la solidarité qu'on pensait plus acquise après 1945. Eh bien, il s'agit d'objectiver, au travers de la commission que je sers, l'intérêt pour la France de donner et d'être dans la solidarité. Parce que ça nous sert, ça sert le pays partenaire, ça nous sert d'écouter ce que demande le pays partenaire, ça nous sert que le pays partenaire co-grandisse avec nous, qui nous fasse grandir aussi. Et c'est quelque chose qui est propre, encore une fois, aux démocraties. Tant que nous sommes une démocratie, l'intérêt d'une démocratie dans la diplomatie est de transmettre des valeurs universelles et de les porter. Donc voilà comment je rejoindrai les choses. La transmission, elle n'est pas de mon fait, mais on sert un pays et des intérêts qui intègrent la dimension de la solidarité. Et ça explique une part de mon parcours. Merci. Merci beaucoup. Alors, on se rapproche de la fin, mais effectivement, je trouve que c'est un joli cycle de terminer sur la notion de ces valeurs universelles, qui sont des valeurs qui, justement, je crois, sont porteuses pour Paris-Nanterre. Nous avions quelques témoignages d'alumni qui, effectivement, ont été mobilisés à cette occasion. C'est très court, c'est une micro-vidéo de quelques minutes, avant, effectivement, qu'on puisse se diriger vers le buffet. Bonjour, je m'appelle Marina Párez, je suis espagnole et j'ai fait mon master en cinéma, histoire des formes et théorie des images, un parcours international à Nanterre entre 2014 et 2016. En fait, j'ai décidé de faire mes études en France après mon Erasmus à Rennes, parce que c'est là quand j'ai découvert la licence en art du spectacle, ce qui n'existe pas vraiment en Espagne et qui m'a donné l'envie de poursuivre mes études là-bas. Donc, ce master m'a donné des bases très solides en théorie et en histoire du cinéma, grâce à des cours comme philosophie, politique ou anthropologie, ce qui me donne aujourd'hui une approche beaucoup plus réflexive quand j'écris des films en tant que scénariste. Du moins, je l'espère. Mais au-delà des études, j'avais vraiment envie de continuer à habiter à l'étranger après mon Erasmus. Parce que vivre ailleurs, ça permet d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir une autre culture et de rencontrer des gens dans un quotidien international. Et je trouve cela vraiment enrichissant, parce que ça permet d'ouvrir l'esprit et de nous rapprocher des autres. C'est grâce à mon échange que je me fais des amis internationaux que je vois aujourd'hui encore. Donc si j'avais un conseil à vous donner, ça serait cela. Tentez de faire un échange à l'étranger si vous en avez l'occasion. Parce qu'il faut sortir de ce qu'on connaît et c'est vraiment enrichissant de rencontrer des gens issus de cultures différentes. Merci beaucoup de votre attention. Bisous. Bonjour, je m'appelle José Luis Ramírez Arias. Au présent, je suis enseignant-chercheur à l'Universidad Militar Nueva Granada à Bogotá. Je dirige une équipe de recherche qui travaille sur les matériaux intelligents, la modélisation mathématique et l'intelligence artificielle appliquée aux sciences médicales. Bonjour, je m'appelle Astrid Rubiano, je suis ingénieur-chercheur en mécatronique et maintenant je suis la BP du Recherche à l'Université Militaire Nueva Granada en Colombie, Bogotá et aussi Cajica. J'ai passé ma thèse à Paris-Nanterre, c'était vraiment une expérience merveilleuse. J'ai beaucoup de choses pour apprendre dans ma formation et aussi dans ma vie personnelle. Je vous remercie
pour cet grand séjour et pour cette expérience à Paris, à la France. J'ai beaucoup apprécié mon séjour dans les labos. C'était un vraiment grand merci. Nous remercions très sincèrement cette invitation aux rencontres de la Fondation. C'est un grand plaisir et un honneur pour nous de partager notre expérience à l'Université Paris-Nanterre. Nous avons commencé notre thèse de doctorat avec Astrid en France, à l'Université Paris-Nanterre en 2013. Cette expérience a été très importante dans notre parcours et dans notre vie. À Paris-Nanterre, nous avons fait de la recherche, mais nous avons aussi appris à voir le monde autrement, à écouter, à discuter et à travailler avec des personnes de différents pays. Nous serons toujours reconnaissants avec l'Université Paris-Nanterre, nos directeurs de thèse et nos professeurs, nos collègues et toutes les personnes qui nous ont aidés à grandir. Dans la France, nous sommes rentrés pas seulement avec un doctorat, mais aussi avec des amis qui, malgré la distance, restent très proches de nous. Aux futurs étudiants en mobilité, nous dirons osez vivre cette expérience, soyez curieux, parlez avec les gens, écoutez, partagez, profitez de chaque moment. La Mobilité Academy permet d'apprendre dans l'université, mais aussi dans les rencontres et dans la vie quotidienne. Merci beaucoup. Je crois que c'est un bel exemple du multilatéralisme que vous évoquiez finalement, et de cette question du lien social qui naît dans une université, qui naît quand on échange en matière de pratique de recherche, quand on a effectivement des professeurs de référence. C'est aussi effectivement un réseau puissant, c'est un réseau de rayonnement de la France, je pense qu'il ne faut pas l'oublier derrière. Et c'est effectivement être alumni à un moment donné, c'est, alors pardon pour le terme, mais être ambassadeur aussi de ces valeurs que vous évoquiez sur la suite. On va avoir un temps de questions au moment du repas, et donc je ne vais pas insister plus lourdement là-dessus. Pour faire une 5e édition, ce qui ferait 4 à la suite, encore meilleur. Mais je remercie tout le monde, tous les intervenants bien sûr, mais les participants. Merci d'être restés, même si on a explosé totalement le planning. C'est un grand plaisir et je vous invite donc à venir passer pour récompenser votre patience et vous sustenter quelque peu, ce que vous méritez largement. Merci à toutes et tous et bonne suite à ces rencontres.